Bonjour et bienvenue dans Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Chaque lundi, dès 7h, nous partons à la découverte d'une personnalité lumineuse et qui porte une voix d'éveil des consciences. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans ce podcast, j'explorerai les thèmes qui m'enchantent et me font cheminer depuis plus de 20 ans autour d'une vision holistique de l'harmonie du cœur, du corps et de l'esprit, en espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Retrouvez toute l'actu de Métamorphose sur fémininbio.com et des surprises à gagner sur mon Instagram Métamorphose Podcast. Ce podcast a été réalisé grâce au soutien de l'entreprise familiale Léa Nature, engagée de nature, un fabricant français de produits bio et naturels depuis 26 ans. Partenaire officiel de la saison 1 de Métamorphose, merci infiniment à eux. Aujourd'hui, je reçois une sorte de fée à baguette magique, à moins qu'elle ne soit une super sorcière sur son balai, mais c'est au fond un peu la même chose. Self-made woman, passée de sciences politiques à coach professionnel, elle est avant tout une impatiente qui rêve de changer le monde. Avec sa méthode Joue ta vie, qui est également un livre aux éditions Erol, nous allons apprendre à nous épanouir pour être la meilleure version de nous-mêmes grâce à l'auto-coaching inspiré aux États-Unis de Fatima Medjoubiter, que je suis ravie de recevoir. Bonjour Fatima. Bonjour Anne. Alors comment est née, a été inspirée cette méthode Joue ta vie ? Alors la méthode Joue ta vie est née aux États-Unis. En fait, j'ai été expatriée à Los Angeles depuis 1 an et demi. Alors, je suis française, parisienne à la base. Et je cherchais un moyen de démocratiser la connaissance de soi. Parce que je suis personnellement convaincue que c'est là, en fait, en nous, que réside la solution aux problèmes auxquels on fait face actuellement, problèmes sociétaux, j'entends. J'habitais Los Angeles, donc c'est la capitale en fait du divertissement. Donc le jeu, le biais du jeu est venu naturellement, en fait, assez naturellement en 2015. J'ai d'abord aussi observé ma fille jouer. Et puis apprendre à jouer. Elle fréquentait une école Montessori à l'époque. Et voilà. Et puis j'ai commencé à piquer ses jeux. En un millième de seconde, j'ai eu une illumination un jour. Et la méthode Joue ta vie est née comme ça, sur un bord de table à Los Angeles. Génial. Alors, raconte-nous un peu ton histoire singulière de rencontre avec celui que tu appelles aussi ton Seigneur. Toi qui n'avais pas spécialement reçu d'éducation religieuse particulièrement. Tu fais une rencontre quand tu es jeune qui va bouleverser ta vie. Oui. Il a toujours été là, en fait. Il a été là depuis le début, depuis le commencement de ma vie, en fait. J'aime bien cette idée qu'on atterrit tous sur Terre avec un bagage intérieur. Voilà. Dieu, que je n'appelle pas vraiment Dieu, en fait, dans ma vie privée, mais je l'appelle plutôt mon Seigneur, était là depuis le début. Par contre, j'ai passé ma vie à le renier. Ça, c'est évident. J'ai joué vraiment à cache-cache avec lui et je l'ai renié jusqu'au jour où, effectivement, une lumière bleue est apparue dans ma chambre. J'avais à l'époque 27 ans. Et puis, ça a été le début d'une aventure extraordinaire et d'une rencontre et d'une histoire d'amour, en fait, avec Dieu, que j'ai redécouvert, que je me suis approprié, c'est-à-dire que ça a été un choix. Ça n'a pas été voilà, une religion qu'on m'a imposée ou que l'on m'a transmise enfant. Ça a été un choix, une vraie histoire d'amour et un choix personnel, en conscience, de dire, voilà, je t'ai rencontré, je t'aime et voilà, tu fais partie de ma vie et je fais partie de la tienne. Cette lumière bleue que tu rencontres et qui te bouleverse à ce moment-là, qu'est-ce que tu ressens qu'elle te dit à cet instant, en fait ? Comment elle t'inspire ? Qu'est-ce qui se passe en toi ? D'abord, ça m'a surpris. Ouais. Je m'attendais absolument pas à ça. Très honnêtement, à ce moment-là de ma vie, j'étais dans une sorte de dépression personnelle, c'est-à-dire que mes études en Sciences Po ne m'intéressaient plus tellement. J'étais pas très loin d'avoir mon doctorat, donc d'être diplômée docteur en sciences politiques, mais ça m'intéressait plus. J'étais aussi ça faisait 1 an que j'avais vécu une rupture assez difficile avec une personne que j'avais profondément aimée, mais c'était un amour passionnel qui m'avait complètement détruite. Donc j'étais pas à un moment de ma vie très glorieux. Et cette lumière m'a complètement surprise. Je n'y ai pas cru, c'est-à-dire que
j'ai cherché dans tous les sens une explication rationnelle. Je suis très rationnelle en fait, je suis vraiment française de ce point de vue-là, je suis très cartésienne. Donc j'ai d'abord cherché une réponse rationnelle à ce phénomène. Et puis à un moment donné, ça a été, voilà, la lumière a commencé à s'expandre dans la chambre. Donc je n'ai pas pu faire comme si de rien n'était. Et puis je me suis laissée abandonner en fait à la lumière tout simplement. Et j'ai ressenti une paix profonde, vraiment. Et c'est là que je me suis abandonnée. Et puis je me suis dit de toute façon, au pire, demain, tout sera oublié. Voilà. Oui. Il ne restera plus rien de tout ça. Et puis non. C'est resté. C'est resté. C'était le début. C'était le début. L'appel, je sais pas, la lumière. On parle souvent d'une lumière qui nous appelle, ou une lumière au bout du chemin. Voilà, moi c'était une lumière bleue. Alors tu as senti cet appel et aujourd'hui, toi, tu appelles les autres à jouer leur vie à travers ta méthode Joue ta vie. Qu'est-ce que jouer sa vie comment est-ce qu'on peut jouer sa vie? Tu parles de la vie comme un jeu et un jeu, J-E, sacré. Oui. Eh bien, en fait, c'est ce que j'ai découvert au terme de mon voyage personnel. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai découvert cette lumière bleue qui est apparue, ça a duré quelques années. C'est-à-dire que j'ai fait mon propre voyage personnel, d'accord, initiatique, qui m'a amené à comprendre, en fait, le sens de la vie. En tout cas, c'est ma vérité. C'est pas une vérité absolue, mais c'est la découverte que j'ai fait personnellement au terme de cette aventure initiatique, que la vie, effectivement, est un jeu. Un jeu voué à se terminer, un jeu qui sert l'expérimentation sur Terre de chacun d'entre nous, puisqu'on est là pour, je l'explique dans le livre, pour vivre, apprendre et grandir, pour être. Donc on ne peut pas être sans être sur Terre, en tout cas dans cette condition humaine qui est la nôtre. On ne peut pas l'expérimenter sans être sur Terre. Et donc c'est un jeu et qui est voué à se terminer à un moment donné. Et c'est ce que j'explique dans le livre. Donc c'est un jeu au service du jeu. Voilà, au service de l'épanouissement de notre personnalité. Alors, au départ de ce voyage, tu parles du bagage intérieur, par exemple. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Qu'est-ce que ce bagage intérieur? Alors, le bagage intérieur, c'est vraiment propre à chacun. Alors, les Japonais appellent ça l'ikigai. Moi, voilà, quand le livre m'a été inspiré, ça s'appelle le bagage intérieur. En anglais, c'est la traduction que j'ai en anglais pour le bagage intérieur, c'est inner treasure. C'est le trésor intérieur. Donc, le bagage intérieur, c'est tout ce qui fait ma singularité lorsque j'arrive sur Terre. Avec quoi j'arrive? C'est-à-dire que je pars du principe qu'on débarque sur Terre. Vraiment, on débarque sur une planète. On arrive d'un autre endroit et puis on débarque sur Terre avec des singularités, donc c'est-à-dire des dons, des visions, des pressentiments, des forces de caractère bien précises déjà dès le départ qu'on peut d'ailleurs, en observant ces enfants, on peut très rapidement détecter quelles sont leurs forces de caractère. Deux enfants dans une même famille, élevés par les mêmes parents, ne se comporteront pas de la même manière et c'est ça qui fait leur singularité. Donc on a juste à les observer pour voir voilà, donc des pressentiments, des dons, des visions, des talents, des forces de caractère. C'est tout ce qui est dans notre bagage intérieur et qui fait que l'on est soi. Et ça, est-ce qu'on peut partir à la découverte de ce bagage intérieur et comment approfondir, en fait, détecter ces talents, ces dons dont tu parlais? Alors, quand on est adulte, oui, on peut le faire. C'est-à-dire que, alors moi, j'envisage les choses de deux façons. C'est soit on le fait très rapidement soit on apprend à le faire très rapidement avec ses enfants, de sorte à ce qu'ils connaissent leur bagage intérieur le plus rapidement possible pour pouvoir l'exploiter, le mobiliser le plus tôt possible. Ce qui veut dire que, par exemple, ils feront les bons choix d'orientation scolaire, par exemple, les bons choix d'études à l'université et plus tard le bon choix de métier. Quand on est adulte et qu'on n'a pas eu l'occasion de faire tout ça ou qu'on n'a pas été accompagné dans la détection de son bagage intérieur ou mal accompagné, on peut le faire en faisant appel à des coachs de vie, en allant faire des retraites, des séminaires, etc. Et c'est ce que je propose d'ailleurs. Ça fait partie des choses que je propose pour accompagner dans le livre et aussi après de pouvoir ensuite accompagner les personnes pour découvrir leur bagage intérieur. Alors c'est vrai que c'est pas toujours évident parce que certains ont des vocations ou des talents qui sont tellement évidents qu'on voit tout de suite une ligne, et puis d'autres qu'on peut appeler aussi les multipotentiels ou les slasheurs qui sont des multitalents. Et là c'est plus difficile parce qu'on peut presque entre guillemets tout faire et choisir une voie est plus complexe. Oui, et en fait il n'y a pas de
il n'y a pas de voie prédéfinie dans le sens où, de toute façon, ça servira l'épanouissement de la personne, quoi qu'il en soit. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'ai choisi d'étudier sciences politiques, ça me convenait. C'était quelque chose qui convenait très bien à ma personnalité, à ma vision systémique du monde, etc. Mais j'hésitais beaucoup aussi avec psychologie, j'hésitais beaucoup, je rêvais d'être aussi comédienne, journaliste, etc. J'avais la possibilité de faire tout ça. C'est-à-dire qu'on a une personnalité qui n'est pas figée, qui est dans la capacité justement multipotentielle parfois de pouvoir faire plusieurs choses. Et l'un n'empêche pas l'autre. Ce n'est pas parce que j'ai étudié sciences politiques à un moment donné que je ne suis que ça. Je peux à un moment donné de mon chemin de vie décider aussi d'être une autre version de moi-même et de m'orienter vers un autre métier. Et c'est pourquoi d'ailleurs on voit beaucoup de gens maintenant qui ont 40 ans, autour de la quarantaine, transitionner en fait vers de nouvelles professions. Alors justement, dans ton livre, tu dis que nous jouons un mauvais jeu individualiste et cartésien et que nous sommes allés à contresens. Oui, mais ça faisait partie du jeu. C'est-à-dire que pour revenir à l'essentiel, il fallait qu'on aille expérimenter l'extrême opposé. Donc, ça faisait partie du jeu et c'est pour ça que j'ai une vision très positive aussi de l'avenir de l'humanité, ce qui n'est pas nécessairement le cas actuellement. En tout cas, c'est pas cette vision positive qu'on a tendance à véhiculer. On voit plutôt les choses en noir. Le tableau, on le dépeint plutôt en noir. Moi, c'est pas mon cas. Dans le livre, j'essaie vraiment de donner une vision très positive de l'avenir de l'humanité, en insistant sur le fait qu'on a cependant peu de temps à disposition pour pouvoir inverser ce système-là qu'on est allé expérimenter, individualiste, cartésien à outrance, pour pouvoir revenir à l'essentiel. Mais l'idée, c'est de grandir. En fait, tout est juste, tout est à la bonne place. Ce que l'on a expérimenté jusqu'à maintenant faisait partie du chemin, faisait partie du jeu. Et on a juste là maintenant à transitionner, à passer le dernier cap pour aller vers cette version plus élevée de nous-mêmes. Alors justement, ce jeu, cette méthode d'auto-coaching en 50 minutes permet d'arriver au 7e ciel pour devenir des capitalistes. En quoi cela consiste-t-il ? Qu'est-ce qui se passe quand on arrive au 7e ciel, Fatima ? On kiffe, déjà. On kiffe le 7e ciel. On kiffe le 7e ciel pour commencer, et puis après, viennent les problèmes. Non, je ne veux pas faire peur aux auditeurs, mais non, après vient le sens de la responsabilité. Tout d'un coup, on se rend compte que on n'est pas là pour jouer que pour soi. Voilà. C'est là que justement la machine s'inverse. C'est-à-dire qu'on n'est plus juste dans le jeu individualiste, on rentre dans un jeu collectif. On commence à se dire « Ah, ok, mais en fait, c'est tous ensemble, c'est un pour tous, tous pour un. » Donc, je ne suis pas là pour servir mon simple bonheur, mon seul bonheur. Je suis là pour m'épanouir et aussi à servir l'épanouissement de mon prochain. Donc, là, on commence à se mettre au service de l'autre et en général, on travaille beaucoup, de manière acharnée, au bien-être, à son bien-être personnel et à celui des autres. Et parmi les outils, tu parles de pouvoir relationnel, ça en fait partie justement pour se mettre au service ? Oui, tout à fait. En fait, on apprend ensuite à considérer l'autre comme un allié, pas comme un ennemi. C'est-à-dire que même une personne qui, sur le moment, que ce soit au travail ou un ami, que l'on pourrait considérer comme un ennemi à ce moment-là, ne l'est pas nécessairement. En fait, il est en train de servir une cause qui est la nôtre, qui est celle de grandir, d'apprendre une leçon de quelque chose qu'on est en train d'expérimenter et de grandir à partir de cette leçon que l'on va tirer de cette expérience. Tout n'est qu'expérience, en fait. Et donc, les autres sont un allié. On considère les autres comme un allié et donc notre relation aux autres est beaucoup plus pacifiée. C'est-à-dire que... on est plutôt dans la coopération plutôt que la compétition. On est dans la coopération. On n'a plus besoin d'être dans le conflit. On n'est plus dans le conflit. On est dans la recherche du consensus. Et le consensus, c'est l'idée du bien de la majorité. C'est-à-dire que je sais que c'est je plus je égale nous. Je sais que j'existe, je sais que j'ai des besoins qui sont les miens, qui sont personnels, qui vont servir à mon épanouissement. Et en même temps, je sais que j'appartiens à une communauté humaine et qu'il y a les besoins des autres aussi. Donc, on retient ce qui fait sens pour la majorité, pas que pour soi. Et oui, donc on est dans la coopération et on est effectivement dans la recherche de consensus plus de compétition. On n'est plus en compétition avec ses frères et sœurs humains à partir de là, non. On joue ensemble. Comment tu t'es mise au service du monde, toi, aujourd'hui, Fatima ? À travers tout ce que j'ai créé depuis que j'ai créé la méthode Joue ta vie. J'ai
j'ai l'impression parfois d'œuvrer vraiment à quelque chose de plus grand qui me dépasse. Et donc, d'une création en découle une autre. C'est-à-dire qu'il y a eu d'abord le jeu Joue ta vie, qui a été un jeu de coaching qui a servi aux professionnels de l'accompagnement, les thérapeutes, les coachs, les managers aussi en entreprise, les enseignants qui s'en sont vraiment appropriés, qui se sont appropriés l'outil. Et à partir de là, on m'a demandé de former, donc j'ai formé. Et à partir de là, voilà, on m'a dit tiens, mais pourquoi ne pas écrire un livre? Alors j'ai dit bon bah ok, on va écrire un livre. Donc je sers comme ça le bien de la communauté en mettant mon outil au service du plus grand nombre. Donc le livre permettait justement d'atteindre le grand public, ce qui n'était pas le cas avec la méthode, qui était plus professionnelle. Alors je le précise, j'ai la joie d'être l'heureuse éditrice de ce livre pour celles et ceux qui nous écoutent. Alors quelles seraient les règles du jeu pour s'auto-coacher? Alors elles sont simples, elles sont très simples. C'est de choisir une situation de sa vie que l'on a envie d'explorer, qu'elle soit personnelle, professionnelle, sentimentale, sexuelle, familiale, peu importe, spirituelle, tout peut y passer. Hein, il y a le mot vie dedans, donc tout le quotidien peut être exploré. Ensuite, on va passer à l'exploration de ses émotions dans cette situation, puis ses besoins. Les besoins, j'aime bien... On pourrait prendre un petit exemple pour que ce soit parlant. J'avais noté, je me suis disputée avec une collègue, la moutarde me montonnait, ou alors laisser mes ados voler de leurs propres ailes. Voilà, qui est plutôt un sujet qui me préoccupe. Ça. Oui, et j'ai eu un cas de figure comme ça à Los Angeles. J'ai coaché une personne qui, effectivement, avait des adolescentes et elle avait beaucoup de mal elle était divorcée, elle avait beaucoup de mal d'ailleurs à refaire sa vie personnelle, sa vie sentimentale, et à côté de ça, elle prenait ses ados comme un prétexte, quasiment pour justement ne pas aller se reconstruire une vie, alors que ses ados n'arrêtaient pas de lui dire mais fais ta vie, nous on est en train de grandir et c'est parfait comme ça. Lâche-nous les baskets. Lâche-nous les baskets, fais-nous confiance, tu nous as bien élevés donc tout va bien se passer. Effectivement, donc elle a exploré ses émotions dans cette situation-là. C'était intéressant parce que ses filles étaient présentes à ses côtés. Et ce sont ses filles. Alors elles n'osaient pas en fait réellement avouer comment elles se sentaient. Et ces filles l'ont challengé, ils lui ont dit mais vas-y, n'aie pas honte, on est même intéressés, on a envie de savoir comment tu te sens, on n'en parle pas habituellement, on parle très peu de nos émotions en fait. Et à partir de là, elle a pu identifier ses besoins, et dans ses besoins, il y avait effectivement la nécessité de laisser ces filles s'envoler de leurs propres ailes, mais aussi se reconstruire une vie de femme. Les besoins, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est de quoi on a soif en fait, c'est de quoi j'ai soif pour vivre. Qu'est-ce qu'il me manque pour être bien, pour être épanouie? Puis c'est une boussole. Et ensuite, elle a identifié les forces de caractère, qui elle pouvait être dans cette situation. Elle se laisse le choix, en fait, d'être une nouvelle version d'elle-même. Elle a choisi qui elle voulait être et ensuite, elle est passée à l'action. Et 1 mois après, elle était en couple. Elle était en couple. Une de ses filles est d'ailleurs partie à l'université et elle était en couple avec une personne qu'elle connaissait déjà depuis quelque temps, qui lui faisait du pied, mais elle n'osait pas. Et là, elle s'est autorisée à être cette nouvelle version d'elle-même, justement, qui était, si je ne m'abuse, Amazing. C'était son pseudo. Parce que dans le processus Joue ta vie, on se choisit un pseudo de super-héros. Justement, quand on donne naissance à une nouvelle version de soi-même, on renaît à soi, en quelque sorte. Et elle était Amazing. Et elle a osé être Amazing avec cet homme-là qui lui faisait du pied depuis quelque temps. Et ils sont ensemble. Ils sont heureux. Alors, on peut avoir peut-être un deuxième exemple de quelqu'un qui a joué sa vie et qui a eu des résultats incroyables en identifiant ses besoins, en allant vraiment à la recherche intérieure de ce fameux « je suis » dont on parlera. Oui, alors j'ai découvert récemment, donc j'ai fait une intervention dans un centre social et j'ai découvert récemment qu'une personne qui était sans domicile avait eu l'occasion de se faire coacher avec la méthode Joue ta vie dans le centre social, qu'elle dormait dans sa voiture depuis quelque temps et qu'elle a mis en place des actions précises grâce à la méthode Joue ta vie et qu'ensuite elle a retrouvé un domicile. Donc ça, j'avoue que ça m'a touchée profondément. Je ne pensais pas que ça pouvait aller jusqu'à ce point-là. Alors concrètement, justement, qu'est-ce qu'elle a pu faire? Alors tu n'étais pas forcément là à ce moment-là parce que c'est pas toi qui l'as coachée, mais quand on détermine ses besoins et on joue avec les fiches justement et tous tes outils qu'il y a aussi dans le livre, qu'est-ce qui se passe? On se met autour de la table et on fait une auto-analyse?
On fait une auto-analyse toujours par rapport à une situation précise. C'est-à-dire on prend toujours le problème par petits bouts. Donc, une situation précise, de manière simple et concise. On va aller identifier ses émotions et exprimer ses émotions dans cette situation. Peut-être que cette personne n'avait jamais eu jusque-là l'occasion de le faire. Il y a des subtilités dans les émotions. On ne le sait pas nécessairement, mais si je vous dis je suis fatiguée, entre être fatiguée et être épuisée, il y a déjà une marge. Et c'est important de savoir où on se situe en fait dans le champ émotionnel, dans ce que l'on est en train de ressentir par rapport à cette situation. Le tout, c'est pas de le savoir, c'est d'avancer à partir de là. C'est une fois que je sais ça, je fais quoi ? J'identifie mes besoins. Parce que mes besoins, si je les identifie, je me donne un sens et une direction à ma vie. À partir de là, j'ai ma boussole. Une fois que j'ai ma boussole, je peux me donner la possibilité d'aller puiser dans mon potentiel de force et vertu, qui je veux être à ce moment-là. Quelles vont être les forces qui vont m'aider à m'épanouir, voire à résoudre le problème, à atteindre un objectif, à résoudre un conflit. Et une fois que j'ai déterminé qui je veux être, je passe à l'action. C'est l'étape ultime, c'est l'étape la plus difficile en France, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, parce qu'on est dans l'action constamment. Faire n'est pas un problème pour les Américains, ça l'est beaucoup plus pour les Français, qui eux ont plus tendance à être dans l'être. Ou dans la réflexion. Ou dans la réflexion, tout à fait. Donc à ruminer, à tourner en rond. Et là, cette méthode permet justement d'accélérer et de faciliter le passage à l'action, voire la prise de décision. Très bien. Mais je crois que c'est assez clair. Il faut vraiment rentrer dans la méthode et puis jouer sa vie. De toute façon, il n'y a pas d'autre, je dirais, solution. À un moment donné, on peut en parler, mais il faut rentrer dans la matière concrète, c'est ce que tu dis. Oui, c'est exactement ça. Et en fait, c'est ce que je vis depuis que j'ai créé la méthode. C'est-à-dire que comme c'est novateur, j'ai passé beaucoup de temps à faire de la pédagogie parce que ça semblait très abstrait. Les gens me disaient, mais ça veut dire quoi, jouer sa vie exactement, et comment on fait? Et à chaque fois, je disais, mais allez jouer votre vie, testez. Parce que c'est une méthode appliquée. C'est-à-dire que ça se passe dans la vie, la vraie. Et la matière première, c'est nous, en fait, quand on est en train de jouer. Donc, on ne comprend la méthode complètement qu'une fois qu'on a joué sa vie. Donc, la meilleure chose à faire, c'est jouer sa vie pour comprendre comment ça fonctionne. Et ne pas rester dans le champ du mental. Parce que l'idée, c'est que là, effectivement, si je l'explique, c'est toujours le champ du mental. Je vais rester dans le champ du mental. Vous n'allez pas ressentir ce que ça fait de jouer sa vie. Et vous n'allez pas expérimenter ce que ça fait de jouer sa vie. Puis vous n'allez pas expérimenter aussi en termes de résultats, ce que ça peut vous apporter de jouer votre vie, d'être dans cette démarche-là appliquée de la psychologie positive. Quand tu dis être une meilleure version de soi-même, est-ce qu'on n'est pas toujours quelque part une meilleure version de soi-même dans le sens où tout est juste, donc on est en cheminement? Tout à fait. Et d'ailleurs, en fait, plus que meilleure version de soi-même, parce que ça, c'est très américain, l'idée qu'il faut pousser pour... Qui me donne des petites adhérences toujours un petit peu, en fait. Tout à fait. Ouais, exactement. Et donc, j'aime bien l'expression plutôt être la prochaine version de soi-même. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, on est en cheminement. Et tout ce que je suis au moment où je le suis, au présent de ma vie, est parfait de toute façon. C'est-à-dire que je fais au mieux avec qui je suis, avec le contexte, avec les personnes autour de moi. Donc, je fais au mieux et c'est la version que je suis à cet instant T, et j'ai la possibilité de cheminer et d'être 1 mois après, 3 mois après, 1 an après, la prochaine version de moi-même. Effectivement, il n'y a pas cette idée-là, j'aime bien qu'il n'y ait pas cette idée-là de toujours se challenger à être toujours plus. Oui, puis qui dit meilleure version de soi-même, dit mauvaise version de soi-même, et donc on rentre dans une forme de dualité avec un mal à éradiquer en soi, coûte que coûte, et qui n'est pas bon. Exactement, tout à fait, oui. C'est vraiment cette idée-là de juste la prochaine version de soi-même. Et qu'est-ce que je vais expérimenter à ce moment-là? Quand je serai cette prochaine version de moi-même, qu'est-ce que je vais expérimenter? Et qu'est-ce que je vais en apprendre? Bien sûr. C'est ce qui est le plus important, en fait. C'est pas atteindre un objectif, mais c'est qu'est-ce que je vais en apprendre. Alors, dans ta méthode d'auto-coaching, comment est-ce qu'on fait pour définir, par exemple, ses besoins? Il y a des outils avec des petites fiches, c'est ça? Oui. La force de Joue ta vie, en fait, de cette méthode-là, c'est effectivement qu'il y a un outil, qui est un support ludique, en fait, avec des feuilles de jeu. On s'amuse, exactement. Oui, le biais du jeu est vraiment important parce que, en fait, il permet de lever toutes les résistances au changement. C'est-à-dire que le changement, c'est ce qui est le plus difficile à obtenir chez un être humain. D'accord ? On n'est pas des êtres figés. Naturellement, on change. Sauf que si
je te propose de changer d'un point de vue mental, tu vas résister. Mais si par contre je te propose de jouer à changer, tu vas t'amuser en fait, ça devient plus un problème. Donc effectivement, j'ai créé ce support ludique à base de feuilles de jeu, de fiches actions, de fiches mémoire et de jeux de cartes pour identifier ses émotions, ses besoins et ses super pouvoirs, ses forces et vertus. Donc le fait de brasser des cartes, ça s'appelle le tarot du jeu. Alors oui, effectivement, ça a un côté un peu magique. On va un peu chez la voyante. Mais la voyante, c'est nous. C'est-à-dire que quand on est en train de jouer, quand on est en train d'identifier ses émotions ou ses besoins, on lit ses cartes soi-même. On ne remet pas le pouvoir qui est le nôtre de créer notre vie entre les mains d'un tierce. Le coach, lui, est là pour accompagner. Ou quand je m'auto-coach avec cette méthode-là, je crée moi-même ma vie en allant identifier mes émotions, mes besoins et qui je peux être. Alors Fatima, tu parles de créer et dans ton livre, c'est très important dans ta méthode, le « je suis » qui est une sorte de formule secrète justement de la vie. Pour être créateur ou co-créateur de notre réalité, on ne remet pas son pouvoir à l'extérieur. Non. D'abord, il est en nous, le pouvoir de créer. Ça, c'est vraiment quelque chose que tous les êtres humains ont. Et je pense qu'il serait temps justement d'activer tous ensemble ce pouvoir-là, ce super pouvoir de créer le monde en nous. Et c'est pas à l'extérieur que ça se fait, mais c'est à l'intérieur, c'est vraiment en nous. On ne remet pas ce qu'on a eu tendance à faire jusqu'à maintenant, justement, c'est de remettre le pouvoir de créer le monde entre les mains de certaines personnes ou certaines institutions. Or, je pense qu'il serait temps effectivement qu'on se réapproprie ce pouvoir-là, de pouvoir justement créer notre réalité, de pouvoir manifester nos rêves, nos envies, nos besoins, pour nous-mêmes et pour le collectif, en nous, à travers cet outil-là, qui est un outil qui permet d'aller plus vite, en fait. On parle de speed coaching avec cet outil-là, parce qu'effectivement, on peut le faire en 50 minutes. On peut créer sa vie, et donc la prochaine version de soi-même et du monde, en 50 minutes seulement, ce qui n'est pas le cas avec les autres méthodes. Donc voilà, c'est son côté américain, on va dire, le côté américain de la méthode. Et il est inspiré d'outils comme par exemple la psychologie positive, c'est ça ? Oui, pas que la psychologie positive, la communication non violente, la programmation neurolinguistique, les thérapies cognitives et comportementales, et la philosophie aussi, et la psychologie humaniste. Donc on retrouve en fait dans la spiritualité. Oui, aussi. En fait, c'est la petite touche, la cerise sur le gâteau. Ouais. Tu es très inspirée par Paulo Coelho, qui est un peu une sorte de mentor pour toi, même si tu ne le connais pas personnellement. Et tu le cites, « Accomplir sa légende personnelle est la seule et unique obligation des hommes ». Qu'est-ce que cela t'évoque, Fatima ? Oui, alors je lance un appel. Paulo, si tu m'entends, je serais très heureuse de te rencontrer. Mais on a essayé de l'avoir comme préfacier du livre, mais il ne fait plus du tout de préface. Bien sûr, c'est Paulo Coelho. Et oui, c'est lié au bagage intérieur. C'est-à-dire que, voilà, toute ma vie, moi, je me suis cherchée jusqu'au moment où je me suis trouvée. J'ai retrouvé mon bagage intérieur et à partir de là, effectivement, je n'ai eu qu'une envie, c'est me réaliser, être moi-même. Et être moi-même, c'est réaliser ma légende personnelle. On est là que pour ça, en fait. On a chacun une mission. Alors, il y a des missions qui sont un peu plus importantes que d'autres, dans le sens où c'est comme dans un film. Il y a des premiers rôles, des seconds rôles, etc. Peu importe. Mais en fait, on a tous une mission de vie qu'on s'est donnée et on a juste à l'expérimenter, à pouvoir la vivre. On est sur Terre pour ça. Donc c'est vraiment la légende personnelle, c'est vivre sa mission de vie. Là, aujourd'hui, tu as l'impression d'avoir trouvé ta mission de vie ? Ou on est toujours en chemin ? Et voilà, ouais, je pense qu'on est plutôt en chemin. C'est très intéressant cette question parce que avant alors je rêvais d'écrire un livre, d'accord ? Avant en fait de créer la méthode ludique Joue ta vie, je rêvais d'écrire un livre. C'était mon premier choix, mon premier rêve. Et en réalité, c'est le jeu qui est venu en premier. Donc très bien, dont acte. Et puis finalement, le livre est arrivé. Et quand le livre est paru, je me suis dit c'est marrant. J'ai rêvé de cet instant toute ma vie. Il est arrivé. Et ça ne change rien à ma vie. Donc là, ça a été à un moment assez... une sorte d'illumination où je me suis dit, mais en fait, on est en chemin tout le temps. C'est-à-dire que une mission en chasse une autre. C'est-à-dire qu'à un moment donné où j'ai atteint cette prochaine version de moi-même, qui est celle d'écrire un livre, avant j'ai créé un jeu, etc., ce n'est juste qu'une étape sur le chemin
pour passer à l'étape suivante. Alors, je ne sais pas quelle sera l'étape suivante. Si, j'ai quelques idées de choses qui me plairaient, que j'aurais envie de faire, mais on est en chemin, constamment. Ouais. Donc, une mission en chasse une autre. Pourquoi le bonheur est-il une science magique, Fatima, pour toi ? Parce qu'il est lié à la vie. Et il y a une chose que je crois, j'ai cru avoir comprendre, et que j'essaie de transmettre dans le livre, c'est que quand on joue sa vie, quand on apprend à jouer sa vie, c'est vraiment une démarche, c'est une philosophie, on joue avec la vie, et la vie joue avec nous. Et c'est la vie qui est magique, en fait. Et c'est la vie qui va faire des tours de magie, qui va mettre sur notre chemin les bonnes personnes, les bonnes opportunités, et qui va faire qu'effectivement, le bonheur va devenir magique à ce moment-là. Et une vraie science magique. Fatima Medjoubiter, merci infiniment pour ce podcast. Merci à toi. Le temps passe vite, on arrive déjà à la fin. Je rappelle le titre de ton livre, Joue ta vie, aux éditions Erol, préfacé par Audrey Hakoun et Isabelle Payot. Et on peut te retrouver sur ton site internet joutavie.com, c'est bien cela ? Oui, tout à fait. Écrivez-moi, j'adore partager les histoires de vie, j'adore connaître ce que les personnes ont fait quand elles ont joué leur vie et pouvoir aussi les accompagner après. C'est un jeu interactif, il ne faut pas oublier de jouer tous ensemble. Alors on peut aussi se former à ta méthode, Oui, on peut aussi se former. Pour les professionnels. Tout à fait, oui, pour les professionnels. Ça fonctionne très bien avec les enfants, en entreprise, oui, très bien. Donc n'hésitez pas. Eh bien, longue vie à Joue ta vie, merci beaucoup. Merci Anne. Merci de nous avoir écoutés. Pour me retrouver chaque semaine, abonnez-vous gratuitement sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Si vous aimez le podcast Métamorphose, n'hésitez pas à le soutenir pour favoriser sa diffusion en lui donnant 5 étoiles. Et découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Merci encore infiniment à notre cher partenaire officiel, Léa Nature, engagée de nature, et premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels dont ces marques bio reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète.